Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder la réaction de Williamson dans le cadre du cours Alcool et amine. La réaction de Williamson est la formation d'un éther à partir d'un alcool et d'un dérivé halogéné. Ici, nous avons bien un alcool qui est représenté par ROH, un dérivé halogéné représenté par R'X, avec X qui est BrCl ou I. Et quand on allie le RO de l'alcool et le R' du dérivé halogéné, on obtient bien le ROR' qui est bien un éther. Le X et le H vont donner XH. Comment se déroule cette réaction avec plus de précision? Il y a deux étapes dans cette réaction, la formation d'un alcoolate en premier et après la formation d'un éther. Donc l'étape 1, c'est la formation d'un alcoolate. Donc c'est le passage de l'alcool à un alcoolate qui se fait grâce à une réaction acide-base. Donc on a alcool plus base qui va donner alcoolate. Les bases utilisées peuvent être NaH ou NaOH. NaH ou NaOH. On va déjà voir comment ça se passe quand on a NaH. Quand on met du NaH et du RCOH, qui est toujours notre alcool, on remarque que le RCOH se transforme en RCO- plus H+, et le NaH va naturellement vers un état plus stable qui est Na+, plus H-. Les deux H, H+, et H- vont se rassembler pour former H2. H2, ici un dihydrogène, il va être sous forme gazeuse. Sachant qu'il est sous forme gazeuse, il va pouvoir s'échapper de la réaction sans qu'on ait besoin de l'enlever. Maintenant, pour NaOH, on a toujours le RCOH qui va se transformer en RCO- plus H+. Le NaOH va aller naturellement vers Na+, HO-. C'est HO- et H+, qui vont former H2O. Ici, ce sera par contre liquide, donc il faudra enlever l'eau liquide qui s'accumule dans votre réaction pour avoir un résultat satisfaisant. Dans les deux cas, l'alcoolate RCO- est formé. Sa charge globale est négative, donc il sera donc nucléophile. Je rappelle, une entité nucléophile aime le plus, donc c'est une entité négative. Un nucléophile va facilement faire une réaction avec un électrophile. L'électrophile, il aime le moins. Il est donc positif. RCO- va maintenant réagir avec un dérivé halogéné pour former un éther. C'est la deuxième étape. Cette deuxième étape est une substitution nucléophile. Ce terme sera expliqué par la suite. Donc, un composé halogéné possède un groupement Br, Cl ou I, ce qui implique un déséquilibre de charge dans la molécule. On voit bien que le Br a une charge partielle négative, car il va attirer les électrons du carbone, et le carbone, du coup, aura une charge partielle positive. On a bien un déséquilibre de charge dans le dérivé halogéné. Ce composé, le dérivé halogéné, va réagir avec ce qui reste de la réaction précédente, l'alcoolate et le Na+. Le dérivé halogéné avec ses charges partielles, delta plus et delta moins, va interagir avec les charges de RCO- et de Na+. Okay, donc les composés plus vont interagir avec les composés moins, et les composés moins vont réagir avec les composés plus, pour former un éther. Donc pourquoi on appelle cette réaction une substitution de nucléophile? Parce que cette substitution, elle est présente dans le bilan global de la réaction. Si on regarde bien, on a le carbocation C+, qui est un électrophile, qui se délie de son nucléophile, le Br. Et on a le RCO-, l'alcoolate, qui est un nucléophile, qui n'est pas lié à l'électrophile. Si on regarde la réaction, on a RCO- qui va prendre la place de Br-. Donc on a bien le nucléophile 1 qui est remplacé par le nucléophile 2 pour donner notre éther. Donc dans cette réaction, on remarque qu'on n'a que inversé les nucléophiles, et c'est pour ça qu'on parle d'inversion nucléophile ou substitution nucléophile. Pour le passage de l'alcoolate à l'éther, on a deux mécanismes qui existent, le SN1 et le SN2. Pour le SN1, on a la présence d'un carbocation plan formé. C'est ça. Donc c'est la présence, durant une étape de la réaction, d'un carbone relié à trois autres groupements, donc qui est avec une charge plus. Cela arrive lorsque le Br se détache et on a un carbone qui sera en sp2. Mais cela est possible que si le carbocation arrive à être stable.
Cette stabilité est possible si on a un carbone tertiaire. Le carbone portant le groupement halogéné doit avoir toutes ses autres liaisons avec des groupements carbonés. Ou, pour gagner en stabilité, il doit être relié en alpha à un carbone sp2. On a bien le carbone qui porte le groupe halogéné, qui est relié à un carbone, qui réalise lui-même une double liaison. On va regarder comment se passe cette réaction. Notre molécule, elle va se détacher pour donner cette molécule. Les trois carbones, quand on va enlever notre Br, les trois carbones, ils vont s'éloigner le plus possible dans l'espace. Il y en a un qui va être devant, un qui va être derrière et un qui va se mettre dans le plan. Ça va permettre l'ouverture de deux espaces pour l'entrée potentielle de notre alcoolate RCO-. À cause de cela, si notre carbone qui porte le groupement est asymétrique, on aura, quelle que soit la configuration de départ, 50% de chance de se positionner au premier endroit et 50% de chance de se positionner au deuxième endroit. Donc, si on a un mélange de molécules comme ça en solution, qui font cette réaction, on aura 50% de chance d'avoir cette molécule et 50% de chance d'avoir cette molécule. Imaginons qu'on ait une R et une S. Dans le cas où on a un carbone asymétrique, on aurait la définition d'un mélange racémique. Ici, attention, on n'a pas de carbone asymétrique, donc on n'a pas de mélange racémique, comme on n'a pas de configuration R et S. Le mécanisme SN2, c'est le mécanisme concerté. Lorsque les conditions pour avoir un carbocation plan stable ne sont pas réunies, on a le SN2. Donc c'est quand on a un carbone portant le dérivé halogéné qui est secondaire ou primaire. Secondaire s'il est lié à deux groupes carbonés et primaire s'il est lié à un groupe carboné. Attention, pour savoir si on est en SN1 ou en SN2, on regarde uniquement la molécule halogénée et non l'alcool. Qu'est-ce que le mécanisme concerté? C'est la même réaction qu'en 1, sauf qu'elle se fait en une seule étape. Le carbocation est instable, donc on n'aura pas de carbocation plan. Le RCO- va donc se lier directement au carbone portant le groupe halogéné. Ça va avoir des conséquences, car notre carbone aura 5 liaisons. Donc, quand le RCO- va se fixer sur le carbone, le Br va se détacher de notre carbone. Ce mécanisme est appelé inversion de Walden. Ici, le RCO- n'a pas le choix, il ne peut s'insérer qu'à un seul endroit. On n'aura donc pas de différence de configuration. Si on avait un carbone asymétrique, on aurait une seule configuration et donc pas de mélange racémique. Attention, une erreur récurrente du concours, c'est quand on choisit entre SN1 et SN2, on regarde bien le dérivé halogéné et non l'alcool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'aide sur la réaction de Diepsol. Je vous laisse prendre en capture d'écran les figures d'explication si vous en avez besoin et surtout un récapitulatif sous forme de fiche de révision. Je vous retrouve dès que vous maîtriserez ce cours pour une série de QCM type concours et correction.